qui a créé une entreprise là-dessus. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Charlotte Ray, vous aussi, comme Jean Dinvan, vous étiez chez Cartier avant de vous lancer. Vous y avez passé 20 ans. Oui, exactement. Racontez-nous un petit peu votre parcours. 20 très belles années chez Cartier, donc une grande partie de ma carrière. J'ai commencé au retail d'abord, j'ai passé 4 ans, donc c'est-à-dire à la vente et aussi en direction de boutique. Et ensuite, j'ai rejoint les équipes marketing opérationnelles de la France, où j'ai été en charge de la joaillerie de manière globale. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la haute joaillerie. J'étais directrice de la haute joaillerie pour la France et ensuite directrice de la haute joaillerie pour la région Europe-Moyen-Orient, qui était la région la plus importante, évidemment, en termes de chiffre d'affaires, puisque tous les clients étrangers aiment beaucoup aller, évidemment, en France ou à Genève ou à Londres, acheter les belles pièces de haute joaillerie de la maison Cartier. Voilà, donc vous avez fait une grande carrière chez Cartier. Qu'est-ce qui fait, quand on est chez Cartier, très belle maison française de bijoux, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de partir et de monter une boîte ? Quand on a une idée. Donc parfois on a des idées, on le fait pas. On le fait pas, mais là j'étais convaincue de mon idée. En effet, moi j'ai toujours adoré le vintage dans le mobilier et dans l'horlogerie. Et en fait, quand j'étais en charge de la haute joaillerie chez Cartier, j'étais également en charge d'un point de vue business de ce qu'on appelle Cartier Tradition, qui est toute la partie vintage de Cartier et qui est proposée aux clients pour la vente et donc pas contrairement au patrimoine qui reste dans les archives de Cartier. Et en effet, je me suis dit qu'il manquait. On connaissait évidemment l'horlogerie, le mobilier, les vêtements avec évidemment vestiaire collective, mais la joaillerie en fait n'était pas du tout démocratisée. La joaillerie vintage et seconde main, pas du tout démocratisée. Est-ce que vous aviez des demandes, vous, si ça vous vient, c'est que quand vous êtes chez Cartier, vous voyez qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de s'offrir un bijou, qui peuvent pas forcément s'offrir parce que ça a un certain coût, ils veulent dénicher des pièces rares. Vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus pour faciliter ce second marché. Oui, exactement. Et en plus, la partie qui était développée par Cartier était très high-end. Mais en effet, toutes les autres pièces de la maison Cartier qui étaient ou du bijou ou de la nouvelle joaillerie, donc à des prix inférieurs, n'étaient pas du tout ouverts à la clientèle de manière générale. Et donc, moi, je trouve que les bijoux anciens, quelle que soit leur période, il y a des pièces qui sont extraordinaires en termes de créativité. Et qu'en effet, c'était important pour moi aussi de montrer cette beauté et et ce côté très éclectique dans la joaillerie, que ce soit dans les maisons ou en dehors des maisons, puisque une des particularités de la joaillerie, c'est que 80% de la joaillerie n'est pas signée. Et on le retrouve beaucoup dans le vintage et dans la seconde main. Parce que c'est très sentimental. Bah oui, mais par exemple, l'horlogerie, 100% est signé à peu près. C'est vrai. Donc on peut faire un parallèle entre le mobilier, par exemple, et la joaillerie, parce qu'en effet, il y a toute cette manne de pièces qui est extraordinaire et qu'en fait, les gens ne connaissent pas forcément. Et donc, voilà, donc l'idée m'est venue évidemment au départ par Cartier Tradition. Et puis c'est au moment du Covid, je crois qu'il y a eu un déclic. Ouais, c'était juste avant le Covid, en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic au moment du Covid ? Il y en a eu des créations d'entreprises. Ouais, c'est fou. Il y a plein qui se sont créés aussi. Ouais, exactement. Voilà, j'ai eu cette idée, je me suis dit, il faut creuser. Donc voilà, j'ai commencé à travailler sur le projet, à voir si c'était viable, s'il y en avait, il y avait une vraie demande. Et il y en a une. Et il y en avait une. Donc c'est comme ça que vous avez créé. C'est comme ça, voilà. C'était exactement. En 2022, ça a 3 ans, Castafiore. Le nom, c'est lié à... Alors le nom, c'est lié évidemment aux bijoux et justement à cette idée que les bijoux doivent être portés avec envie, bonheur et sans aucun complexe. Voilà, les bijoux c'est beau et ça fait vraiment partie de la vie, quoi. Donc il faut pas les cacher, au contraire, faut les On les assumer. sort du coffre. Ouais, allez, c'est à vous pour le pitch. Charlotte Ray, Castafiore, en 1 minute, on vous écoute. Alors, donc Castafiore, c'est une marketplace de bijoux vintage et seconde main, où tous les bijoux sont authentifiés et certifiés par des experts joailliers. Les bijoux qu'on présente sur le site aujourd'hui proviennent de revendeurs professionnels pour la plupart, et également de particuliers à qui on offre justement une solution digitale avec en effet une clientèle internationale et à qui on permet de proposer des prix justes. L'ADN de Castafiore, c'est vraiment aussi de montrer que les bijoux doivent être portés, doivent être
assumé, porté au quotidien. Donc un peu ce que disait Astrid tout à l'heure avec Jean Dinvan. Voilà, c'est vraiment un accessoire de mode comme un autre. Et puis aussi cette volonté évidemment de sortir des coffres, des trésors cachés, de montrer au monde en effet la créativité et la beauté de la joaillerie de manière générale. Et évidemment, cette seconde main, ce vintage, c'est aussi, il y a aussi une raison économique et écologique à ce que, en effet, on sorte ces bijoux des coffres et qu'on les mette au devant de la scène. Merci Charlotte Rey pour votre pitch, cofondatrice de Castafiore. Vous êtes combien là dans l'entreprise? Vous êtes Alors aujourd'hui, on est 7. 7 quand même. Hein. Il y a quoi? Il y a ceux qui vont dénicher les produits, ceux qui vont les faire expertiser. C'est comment? Il y a alors en effet une équipe commerciale qui va dénicher des produits et surtout qui fait en sorte que le service client soit, j'espère, irréprochable, parce qu'il faut accompagner les clients, même si c'est un site internet, dans leur achat. Oui, c'est dans leur confiance qu'évoquait Astrid. Voilà, exactement. Dès qu'on parle de numérique, et encore plus pour des bijoux de qualité, il faut les encadrer. Ouais. On a aussi une personne qui s'occupe de toute la partie communication, du branding, des réseaux sociaux. Moi, j'ai à cœur, en effet, que les bijoux soient montrés portés. Donc, on fait beaucoup de shooting et on essaie de moderniser le bijou vintage, de montrer des broches portées sur des vestes en jean. Alors, c'est quoi? Vous vendez quoi? Le prix moyen, c'est quoi? Le prix moyen est à 2500 €. Donc, on a un prix moyen qui est très élevé, qui nous a surpris d'ailleurs. C'était pas du tout dans nos plans au début chez Castafiore. C'est quoi? Par exemple, 2500 €, vous vendez quoi? 2500 €, on peut vendre une paire de créoles diamants, on peut vendre une bague marguerite avec une petite émeraude. On peut vendre également une pièce de chez Dinvan, voilà, une bague menotte en or ou un collier en or. Non, c'est beau. Fabrice, on est en train de partir avec vous, on est en train de voir les bijoux. Moi, je trépigne parce que j'ai plein d'atouts que j'aimerais mettre en avant sur ce que vous faites, Charlotte. Déjà, vous avez une croissance impressionnante. Vous l'avez pas dit, mais vous avez eu un chiffre d'affaires quand même qui a cru très rapidement. Alors, j'ai pas en tête le chiffre d'affaires actuel, mais vous pouvez peut-être le partager. Mais pardon, vous achetez et vous touchez une com ou comment ça se passe? Allez-y, ça va être de commission. Allez-y, on comprenne le modèle économique. Donc, le business model est un business model basé sur la commission, donc c'est une vraie marketplace. Donc, en effet, on n'achète pas de stock, on n'est pas propriétaire de notre stock, on est comme un intermédiaire, donc on prend une commission sur les ventes. C'est mieux ça? Oui, mais ça lui permet d'être très agile et très scalable. Finalement, il n'y a pas besoin d'acheter, donc de dépenser de l'argent avant de vendre. Donc c'est un modèle extrêmement agile qui peut rapidement croître. Et moi j'ai une question, ce que je trouve sur votre site, est-ce que je trouve le même objet ailleurs? Parce que ça c'est aussi quand on est une marketplace, après on s'amuse à comparer. Alors en effet, vous pouvez trouver ailleurs. Donc c'est pas d'exclusivité. Non, sur d'autres marketplaces. Après, toute la partie la partie des bijoux qui vient de particuliers est en exclusivité chez Castafiore. Et on a quand même quelques revendeurs, en particulier plutôt haut de gamme, qui sont en exclusivité chez Castafiore. Et ça, c'est mentionné? Non, ce n'est pas mentionné. Vous devriez peut-être, si je peux me permettre. En tout cas, vous avez plein d'atouts parce que effectivement, c'est la double expertise qui va rassurer aussi les acheteurs. Le site internet qui est extrêmement bien exécuté, c'est pour ça que je parlais d'un écrin. Ça vient de là le mot écrin pour. Mais oui, c'est en fait, il met en valeur les bijoux. On sent effectivement que il y a beaucoup de travail qui est derrière, qui va permettre de rassurer le futur acheteur et qui donne envie d'aller sur le site internet. Autre élément que je trouve extrêmement intéressant, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui est très peu digitalisé. En fait, vous faites partie des pionniers. C'est vrai. Il y a une prime au premier entrant. Après, il y a quand même un enjeu de rapidité dans l'exécution, parce que une fois que vous aurez décalé le marché et que vous aurez suscité l'intérêt auprès d'autres concurrents, il va falloir continuer à exister. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est que vous avez une vraie proposition de valeur. Vous avez trouvé ce qu'on appelle dans le monde des startups le product market fit, c'est-à-dire l'adéquation produit-marché, ce qui vous permet de tirer votre croissance. Et vous êtes à la fois une réponse aux attentes de consommation responsable, et en plus, vous avez cette opportunité aujourd'hui d'avoir le leadership sur le secteur. Vous avez, je crois, une communauté engagée de 50 000 membres. C'est beaucoup sur Insta. C'est énorme. Il y a des achats peut-être qui se font directement sur Instagram ou pas. Je ne sais pas si c'est déjà la pratique. En tout cas, on a eu la chance de recruter pas mal de nouveaux clients grâce à notre Instagram, en particulier des clients internationaux, des Américains, des Japonais et des Italiens.
Donc en effet, au départ, c'est vrai que cet Instagram, c'était vraiment l'image de Castafiore. 50 001. Ouais, c'est... et on va donc, tous s'abonner. Donc voilà, donc on a vraiment envie de... c'était vraiment notre image, et en fait, on s'est rendu compte que cette image plaisait beaucoup, et donc en fait, nous permettait d'attirer de plus en plus de clients, enfin, que ça pouvait être tout à fait transactionnel. Et je voulais te laisse souligner faire, aussi... Fabrice, mais je voulais souligner aussi une chose, c'est le processus de création. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui, après 20 ans dans une entreprise, identifient un sujet qui est peut-être pas complètement bien géré par l'entreprise dans laquelle il est, et il décide de se lancer. Donc j'imagine que vous aviez déjà la fibre entrepreneuriale, parce que c'est pas si évident que ça que de tout lâcher. Et de se lancer, il faut quand même une part de courage ou d'inconscience, je sais pas, mais voilà, comment on se lance, ouais. En fait, je sais pas si j'avais une fibre entrepreneuriale. J'avais déjà eu quelques idées, en effet, que j'avais pas mis à exécution dans mes idées, dans mes années précédentes, qui n'avaient rien à voir avec la joaillerie. Et en effet, quand j'ai eu cette idée, j'avais 45 ans, 20 ans de quartier derrière moi, et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais, c'est l'âge où on se dit ça. Donc, je me suis dit, t'as pas grand chose à perdre. De toute façon, si tu te plantes, t'auras quand même un très beau bagage qui sera certainement intéressant et désirable pour d'autres entreprises. Évidemment. Et si tu y arrives, pour Dinvan. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, Dinvan suit Castafiore avec un grand intérêt. Et si je peux me permettre aussi, un des éléments forts, justement, de l'idée que vous avez eue, c'est l'incarnation. C'est de vous voir, justement, sur les vidéos. Et qui raconte l'histoire du produit. Et ça, je trouve que c'est un gage de confiance assez extraordinaire. Merci. Ça fait du bien. Je vous invite à aller faire un petit tour du côté du compte Insta de Castafiore. Bon, moi, j'ai regardé une très belle broche à mettre dans les cheveux, mais elle est déjà plus disponible. C'est pas grave. J'ai regardé, mais il n'y a que pour femmes. Ah bon? Non, on a aussi quelques pièces pour hommes. D'ailleurs, on a des clients masculins. Mais oui, évidemment. Je vais regarder un peu plus en détail. Peut-être pas dans le fil Instagram. Je vous l'accorde. Benjamin, tu vas regarder. On va écouter les conseils de Fabrice, parce que si vous êtes parmi nous ce soir, Charlotte, c'est aussi parce qu'il y a des besoins. Hein. Le besoin le plus important, c'était sur le sujet de l'équilibre entre le budget consacré à la notoriété et le ROI direct. Donc le revenu direct et la com. Et puis on va passer un petit coup de fil au cofondateur de l'Or du Monde, Benjamin. Oui, une entreprise familiale passée il y a 6 ans sur Europe 1. Or du Monde, c'est le nom de la marque, effectivement. Et donc on lui passera un coup de fil pour avoir de ses nouvelles. Mais je crois que ça va très très bien. Hein. Sur ses bijoux. Les bijoux en ce moment, c'est une valeur refuge. Voilà, c'est ça. Allez, restez avec nous. On va écouter FR David Words sur Europe 1. Et c'est sur Europe 1, évidemment. 21h, 22h. Elisabeth Assayag sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce soir. Des brillants, des paillettes dans nos vies grâce aux bijoux, grâce à une belle maison française qui a su rester indépendante, créée par Jean Dinvan, d'une mère bretonne et d'un père vietnamien. C'est peut-être que de là que ça lui vient. Astrid de Montlivaud, la patronne de Dinvan, est parmi nous ce soir. C'est peut-être de là que lui vient cette grande liberté. Absolument. De son univers, de son enfance. De sa diversité, de son enfance. Il a grandi en Bretagne, et donc son père est un immigré vietnamien qui a fui la guerre et qui a ensuite eu le métier de laqueur, donc qui était un savoir-faire assez ancestral, et il a notamment été laqueur chez Cartier. Ah voilà, donc tout se rejoint. La boucle était bouclée. Tout se rejoint. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir. La start-up s'appelle Castafiore. Sa fondatrice est Charlotte Rey. J'espère que vous êtes allés faire un petit tour, parce que c'est vraiment joli. Ce sont des bijoux de seconde main, mais pas seulement. En fait, c'est pas seulement de seconde main. C'est vintage seconde main. On en parlait tout à l'heure en écoutant la musique. Astrid, il y a une vraie différence, Astrid de Montlivaud, entre le vintage et la seconde main. On a tendance à tout mélanger, mais c'est pas vrai. En fait, c'est très différent, parce que la seconde main, ça va être un bijou que vous allez pouvoir retrouver en gamme et en collection actuellement dans les maisons de joaillerie, alors que le vintage, ça va être une histoire beaucoup plus forte, et souvent des pièces uniques, parce qu'elles ont un certain nombre d'années d'existence, et donc vous allez avoir un produit unique qui porte une histoire, et c'est souvent ça qui est très intéressant, c'est cette histoire émotionnelle que d'ailleurs Castafiore raconte très bien dans toutes ces vidéos-là.
Donc il y a une histoire. Et d'ailleurs, est-ce que Charlotte, vous mettez en avant des histoires? Est-ce que moi, en tant que consommatrice qui n'y connaît pas grand-chose à la bijouterie, à la joaillerie, est-ce que je peux découvrir via Castafiore, ce qui ferait peut-être une valeur ajoutée, l'histoire de petits ateliers, de bijoux qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire qui sortent du plus connu. Oui, en effet, on a mis en place, dès le début de Castafiore, des petites séquences sur Instagram et que maintenant on retrouve sur le site internet qui s'appelle le Did You Know, et en fait où on explique soit les histoires d'un joaillier en particulier, soit l'histoire d'un serti, l'histoire d'une pierre, etc. Donc on a essayé justement de rendre l'histoire de la joaillerie assez ludique et sympathique, et justement pour permettre aux gens de s'y connaître mieux et de rêver. Il y a une petite marque qu'on ne connaît pas et vous nous dites ce soir ça vaut la peine, ça vaut le détour? Alors moi c'est plutôt un chaîniste qui s'appelait Georges L'Enfant, que moi je connaissais pas en créant Castafiore, et qui en fait est un chaîniste dans les années 40-50 qui a travaillé pour tous les grands joailliers de la place Vendôme, pour Cartier, Van Cleef, Bulgari, Mellerio, et en fait c'est lui qui donc parfois en fait on retrouve la double signature L'Enfant et Hermès, pardonnez-moi, c'est lui qui a créé aussi le bracelet, le fameux chaîne d'encre Vendôme, donc qui est une chaîne d'encre qui est avec un or très travaillé. Donc voilà, donc on découvre des métiers, des savoir-faire aussi à travers Castafiore. C'est le moment des conseils de Fabrice Marcella, qui est le coach de ce soir de la France Bouge, parce que vous avez des besoins, justement, cette histoire de trouver le bon équilibre entre la visibilité, mais aussi les revenus qui rentrent dans les caisses. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Fabrice. Et oui, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même à la fois le financement et en même temps d'aller chercher du chiffre d'affaires. Vous connaissez sûrement cette formule qui permet de définir ce qu'est une start-up. On parle d'innovation qui répond à un problème sur un marché suffisamment profond, et tout ça étant limité par des ressources. Et donc ces ressources, il faut pouvoir bien les investir au bon endroit en fonction de sa maturité. Et votre problématique, vous, c'est de savoir est-ce que vous mettez davantage de budget pour aller chercher de la notoriété auprès de la presse, auprès d'événements ou d'influences, tout ça pour finalement accroître votre notoriété, mais ça coûte cher sans être certain du retour sur investissement. En tout cas, c'est pas simple à mesurer. Et l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de l'acquisition digitale. En gros, c'est d'aller acheter, par exemple, des mots-clés, ou en tout cas se faire référencer auprès des moteurs de recherche tels que Google. Ça coûte cher, mais par contre, on arrive facilement à suivre le retour sur investissement. Et donc, je me suis dit, pour répondre à votre question, quoi de mieux que d'aller s'inspirer auprès de startups qui vous ressemblent un petit peu. Vous me faites beaucoup penser à Celency. Vous êtes un peu le Celency du bijou. Celency étant plutôt dans le monde de la brocante. C'est assez chic comme compliment. Ouais. C'est assez chic. Ah oui, mais c'est d'ailleurs un peu grâce à Celency que j'ai eu cette idée. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de codes, beaucoup d'éléments qui... alors, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de cette inspiration-là, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. En tout cas, qu'est-ce qui fait le succès de Celency sur comment ils ont réparti en tout cas leur investissement pour pouvoir se faire connaître. En première année, la répartition était la suivante. 70% de leur budget était dédié à du ROI direct, donc performance digitale, optimisation du site, achat de mots-clés. Ce qui était visé avant tout, c'est de faire la preuve de leur traction, d'aller chercher de la croissance. 20% étaient dédiés plutôt à de la notoriété, avec des contenus experts, événements privés, ce que vous faites déjà, et 10% visaient à aller tester des nouveaux canaux, faire un peu d'innovation. J'ai le sentiment que cette phase-là, vous l'avez déjà faite, parce que vous avez déjà quand même 3 ans d'existence, on voit que vous avez une très forte croissance, donc vous êtes plutôt sur leur deuxième répartition de leur budget, une fois la croissance trouvée, c'est 60% sur de la performance, donc de scaling sur des canaux qui fonctionnent, 30% de notoriété, et 10% toujours qu'ils ont conservé en innovation. Pourquoi ? Là, l'idée, c'est à chaque fois d'aller faire un peu cette découverte des nouvelles pratiques pour pouvoir aller sur des nouveaux canaux et continuer à grandir. Et là, ce sera scalable. Et là, c'est déjà scalable. C'est déjà scalable. Ce que j'entends, c'est que vous cherchez des relais de croissance. Et d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, vous êtes en pleine levée de fonds. C'est-à-dire qu'on peut être client chez vous en ce moment, mais aussi on peut être actionnaire, puisque vous êtes en opération de crowdfunding et vous avez déjà atteint 1,6 million, si je ne me trompe pas. Et il y a encore quelques possibilités d'aller investir dans votre boîte. Donc c'est très très bien. Vous disiez aussi, Fabrice, dans vos petites notes, que elle est pionnière sur un marché qui n'est pas vraiment exploité. Et oui, alors c'est à la fois un avantage. Mais je pensais que c'était déjà exploité, non ? Pas tant que ça. Non, en fait, ça n'existe pas tant que ça. Sur ce sujet, ça représente, le vintage en plus représente que 5%, si je ne me trompe pas, du marché. Et la partie digitale, elle est quasi inexistante. L'inconvénient et le risque par rapport à ça,
c'est de faire de la pédagogie de nouveau. C'est ça, c'est pour ça qu'on de disait dépenser beaucoup d'argent, mais pour éduquer vos clients à aller peut-être certaines fois sur d'autres sites. Donc c'est le risque et c'est pour ça qu'il y a un enjeu de rapidité. Peut-être une dernière chose que j'ai pu voir chez CNC qui a bien fonctionné, parce que dans votre brief, vous parliez également de l'international. CNC a commencé à investir à l'international lorsque CNC a conseillé que 30% des commandes spontanées venaient de l'étranger. Donc en fait, c'était une preuve de traction sans aller la chercher. Et là, c'est le cas. Vous avez déjà des achats à l'étranger ? Oui, aujourd'hui, on est à plus de 40% à l'étranger. C'est beaucoup. Alors, presque 50% en valeur et 35% en volume. Mais ce qui est déjà beaucoup, exactement. C'est énorme. C'est plein d'avenir. Il y a une vraie appétence du vintage, en particulier aux États-Unis. Donc voilà, c'est un marché à développer fortement. Qu'est-ce qu'on vous achète le plus ? Des bagues, des colliers ? Des bagues. Des bagues. Et 50% de signés, 50% de non signés. Donc le non signé a quand même toujours beaucoup de